à tous, merci d'avoir pris le temps de cliquer sur cette vidéo. On est sur une masterclass Venadis sur la vente à terme. Vous allez passer avec nous 1h30, un peu moins, pour en savoir plus sur la vente à terme et surtout pour pouvoir avoir des clés pour réussir ce projet immobilier. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent moment parmi nous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, que ce soit avec nous, un conseiller Venadis, ou avec Wadoud qui est intervenant sur cette masterclass. Et puis au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. Alors on recommence. Et du coup, les objectifs aujourd'hui, merci Wadoud. L'objectif de la masterclass aujourd'hui, ça va être de justement de présentation de la concept de la vente à terme, en premier point. Ensuite, les conditions de la vente à terme. Et puis, on évoquera justement avec Wadoud qui est intervenu un petit peu plus tôt là, en tant que pompier. Merci Wadoud encore une fois. De voir des stratégies pour réussir la vente à terme et surtout pour pouvoir composer son apport pour justement acquérir son bien via un principe de vente à terme. Pour la présentation, du coup, bah, moi je suis Karl Delfrat, je suis le directeur et cofondateur de Venadis. Venadis, c'est une structure qui a été créée en 2022, donc une agence immobilière qui est spécialisée dans la vente à terme. L'objectif à la base, c'est de répondre aux besoins du marché pour trouver une alternative au contexte actuel. Notre activité, qu'est-ce que c'est? C'est de la vente de biens immobiliers. Une grosse part aujourd'hui, c'est de l'accompagnement pardon, à la recherche de biens. Et puis, une dimension qu'on est en train de prendre, c'est la formation notamment des agents immobiliers, de toutes les personnes qui sont autour du marché de l'immobilier, pour les éduquer, entre guillemets, à la vente à terme et pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de vente à terme pour nos clients. Donc notre objectif, c'est de démocratiser le concept de vente à terme. Ça, je pense que toutes les personnes présentes ici, elles l'avaient bien compris. Et notre question initiale, c'est comment faire sans les banques? En 2022, lorsque on a été, on est sorti, on est sorti, du coup, on a sorti cette idée, le marché était en train de se tendre, les taux d'intérêt étaient en train de monter en flèche, on n'arrivait plus à vendre et donc du coup, on s'est dit que c'était quand même une opportunité, de créer justement, une solution sans les banques. Sauf que cette solution, elle existait déjà, et c'est une solution qui est le principe de vente à terme qui est, vous le verrez un petit peu plus tard, qui est encadré par le droit français. Le, le viager en parallèle de cette situation est en montée voilà, en France en constante augmentation. En 2023, il y a eu plus 6% de ventes. Donc l'idée, c'était quand même de se dire que la vente à terme, qui est cousin du viager, avait sa place sur le marché, a sa place sur le marché pour pouvoir se développer et proposer justement une alternative à l'achat immobilier sans passer par le crédit bancaire. Et surtout que, à l'international, une tendance qui se dégage, le fait qu'il y ait des accès à des biens immobiliers de plus en plus, sans plan voilà, sans passer par la banque, via un plan de paiement direct avec le vendeur. Et donc notre solution, bien évidemment, c'est la vente à terme. La vente à terme, la définition et le fonctionnement, qu'est-ce que c'est pour faire, un petit peu technique? La vente à terme, c'est donc, régi par un article, du code civil, l'article 1601-2. C'est un contrat de vente à paiement échelonné sur une période définie. Le paiement du prix se fait, avec le paiement d'une somme initiale au comptant, donc connu sous le bouquet, et puis ensuite des mensualités sur une durée fixe. Une durée fixe et déterminée. Il existe 2 formats de vente à terme. Le premier, c'est la vente à terme libre et le second, la vente à terme occupée, bon, dans les grandes lignes. La vente à terme libre, c'est ce qui va nous intéresser le plus parce qu'en fait, la vente à terme libre, c'est qui est libre d'occupation. Et donc, en fait, on peut jouir, on peut bénéficier du bien dès la signature, dans sa totalité, dès la signature de l'acte authentique chez le notaire. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment de se pencher là-dessus, sur le fait que le vendeur n'étant plus propriétaire ni occupant du bien, il ne paye plus aucune charge. Donc, c'est vous qui êtes propriétaire, qui devenez propriétaire directement, lors de la signature de l'acte authentique. Ça, c'est très important. La deuxième version de la vente à terme, c'est la vente à terme occupée. Donc le vendeur, un peu comme un viager hein, finalement, mais le vendeur il conserve l'occupation, l'usufruit, droit d'habitation, et ça pour une durée fixe, contrairement au viager où on est sur un aléa de vie. Voilà. Donc on est sur un droit d'usage, hein, on négocie un droit d'usage avec une durée, par exemple 2, 3, 4, 5 ans, où en fait il y a un prix dégressif en fonction de l'utilisation du bien, l'usage du bien.
Et la répartition des charges se fait en fonction de l'occupation. Pour un tableau comparatif sur les deux types de vente à terme, si on se pose la question de qui occupe le logement, bah, en cas de vente à terme libre, c'est l'acheteur. En vente à terme occupée, bah, c'est toujours le vendeur. Qui est-ce qui paye la taxe foncière? Vente à terme libre, c'est l'acheteur parce qu'il est propriétaire. La vente à terme occupée, c'est l'acheteur aussi parce qu'il est aussi propriétaire. Qui paye les charges? C'est l'acheteur en cas de vente à terme libre. En cas de vente à terme occupée, bah, c'est l'occupant. Quand j'entends charge, c'est l'électricité, l'eau, etc. Et qui paye le droit d'usage et habitation, bah là, c'est le vendeur. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt, le prix dégressif par le droit d'usage. Le contrat de vente à terme est conclu par la signature d'un acte authentique devant un notaire et le transfert de propriété est immédiat. À ceux qui se posent parfois la question, qui me posent régulièrement la question, est-ce que je deviens propriétaire? Quand est-ce que je deviens propriétaire? Est-ce que c'est au terme du contrat? Non, c'est le jour de signature, vous devenez propriétaire du contrat, vous êtes redevable d'une dette, mais vous êtes propriétaire du bien le jour de la signature. On a du coup, bien évidemment, la question entre la vente à terme et le viager. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que c'était des cousins. Et bien évidemment, la différence majeure entre les deux types de vente, c'est bah, l'une a une fin déterminée et pas l'autre. L'autre repose sur un aléa, le décès du crédit rentier, du vendeur. Donc on va parier, entre guillemets, sur le décès du vendeur pour faire en sorte que le prix soit le meilleur possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement exclu de notre stratégie, le viager, par conviction personnelle et déontologie de la structure. On va quand même regarder un peu les caractéristiques qu'il peut y avoir entre la vente à terme et le viager. Bah, la vente à terme, bah, si le décès du vendeur avant la fin du paiement, les mensualités sont versées aux héritiers au vendeur, contrairement au viager où bah, la fin du paiement est corrélée au décès du vendeur. Les rentes sont verdées pendant une période limitée, donc illimitée, donc c'est un prix ferme et définitif, ce qui n'est pas le cas pour le viager. Et puis sur les mensualités, elles ne sont pas imposables lorsqu'on est sur de la vente en vente à terme pour le vendeur, elles ne sont pas imposables. En revanche, c'est considéré comme un revenu pour du viager. Voilà. Et le prix total de la rente est calculé sur l'espérance de vie du crédirentier. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a complètement occulté, qu'on a complètement exclu de notre stratégie chez Venadis. Pourtant, je vous le disais un petit peu plus tôt, bah c'est une évolution qui est de plus en plus parlante en France, le viager. Il y a un marché qui est en pleine expansion et puis il y a une véritable solution alternative pour des investisseurs qui souhaitent acheter et puis bah, faire des paris sur la vie de certaines personnes. Nous, on arrive justement à faire en sorte d'avoir des biens sur de la vente à terme et éviter le viager pour passer sur de la vente à terme. On va se poser du coup la question suivante. Bah, quelles sont les parties prenantes pour la vente à terme? Quels sont les clients enfin, qui est-ce qui corrèle autour de la vente à terme? Les parties prenantes, du coup, sur la vente à terme, bah, il y en a trois. Les trois principaux, bah, il y a le vendeur qui a besoin de trouver une solution pour se séparer d'un bien, pour vendre son bien. Il y a l'acheteur qui a besoin d'une solution pour acquérir le bien. Et puis autour de ça, il y a le notaire, celui qui assure pardon, le cadre juridique et légal de la transaction. Le processus de vente à terme, en quelques étapes, hein, assez rapidement, bah, c'est le bien est trouvé. Ensuite, on passe à la rédaction de l'offre d'achat de la part de l'acheteur. Il y a l'acceptation de l'offre que vous avez rédigée, la signature du compromis de vente chez le notaire, la signature de l'acte authentique d'achat et du contrat de vente à terme chez le notaire, le versement du bouquet, de l'apport, et puis ensuite le plan de paiement. Excusez-moi. Ce qu'il faut noter sur ce process, bah, c'est qu'en fait, il est très similaire à l'achat IMO classique. Ce qui va différer vraiment, c'est juste l'étape du contrat de vente à terme qui va définir le financement. Lorsque vous faites un achat via un crédit bancaire, il y a un délai pour trouver le financement, pour trouver la banque qui va vous accompagner, et donc de 3 mois. Là, vous l'avez déjà le financement. Donc on gagne du temps par rapport à ça. C'est la rédaction du contrat qui va faire la différence et c'est la seule différence qu'il y a sur le process de vente. C'est la façon dont vous allez acquérir le bien de manière financièrement parlant.
C'est la seule différence. Sinon, tout le process de vente est exactement le même que pour enfin, pour une vente classique en immobilier dit classique. Alors, on va peut-être se poser aussi la question, pourquoi le contrat de vente à terme, il est différent? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres contrats de vente à terme de la concurrence? Parce que, il existe aussi d'autres agences, hein, de vente à terme, mais qui n'ont pas les mêmes conditions que nous sur notre contrat. Le contrat de vente à terme commun, il a une indexation des mensualités à l'INSEE ou à l'indice de référence des loyers qui est lié à l'inflation. D'accord? Ça, c'est très important de le noter. C'est voilà, c'est quelque chose qui est quasiment systématique sur les contrats de vente à terme communs. Il y a aussi une clause de pénalité de retard des mensualités qu'on a complètement occultée, nous. Et puis, il y a une clause aussi résolutoire en cas de non-paiement des mensualités. Dans la majeure partie du temps, ou même 99% du temps sur les contrats de vente à terme, s'il y a un défaut de paiement, le vendeur conserve son bien, retrouve son bien dans la totalité et l'acheteur perd les mensualités déjà versées. Ça, côté éthique, pour rendre universelle notre solution, on a complètement occulté et on a rédigé du coup un contrat de vente à terme avec des notaires partenaires pour pouvoir avoir le contrat de vente à terme qui est le plus universel possible. Quand je dis universel, c'est-à-dire que on l'a rendu du coup par des process Sharia compliant pour en faire en sorte, qu'on l'a fait valider, pour faire en sorte que derrière, il soit utilisable, entre guillemets, par tout le monde et licite, même pour des personnes qui souhaitent investir en France via la vente à terme en respectant leurs convictions religieuses et personnelles. Donc, on a un prix fixe et déterminé, pas d'indexation. Donc, quand on signe le contrat, c'est un prix, on va se mettre d'accord sur le prix au jour J du contrat et il ne changera pas, il ne modifiera pas, il est ferme et définitif. On a une inscription au registre des hypothèques qui fait en sorte que s'il y a un défaut de paiement, l'acheteur est sécurisé par rapport à son investissement, parce que derrière, s'il y a un défaut de paiement, il y a une revente de l'hypothèque, et en fait, il n'a à payer que la dette. Il ne paye que la dette qui lui est due, et le reste, il récupère sa somme, il récupère l'argent qui a déjà été versé. Donc ça, c'est très important pour nous que ce soit notifié sur le contrat. Justement, en cas de défaut de paiement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est sur les parties un peu lourdes de la vente à terme, mais c'est important que vous les ayez. Euh, Il y a une annulation de la vente. L'annulation de la vente, parce qu'il y a une hypothèque de premier rang qui est inscrite, comme je vous disais, chez le notaire. Cette hypothèque, elle est assortie à un privilège de vendeur, d'une clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est ce qui fait que ça annule le contrat et qui permet justement à certaines conditions, si elles ne sont pas remplies. Dans le contrat de vente à terme, vous allez avoir le fait que vous devez verser telle somme à tel jour du mois à votre client, non, à votre vendeur. Normal, c'est le plan de paiement qui vous a octroyé. C'est important de respecter justement les clauses du contrat qui font que bah, à tel jour, il faut verser cette somme-là. La clause du coup résolutoire, elle est assortie d'une hypothèque et de premier rang justement, qui offre la priorité de remboursement aux vendeurs. C'est-à-dire que même si, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, vous êtes propriétaire du bien, vous souhaitez revendre votre bien, très bien, vous pouvez tout à fait revendre votre bien, mais par contre, si en cas de rachat de votre bien, pour récupérer la somme, vous devez d'abord payer votre dette. Je prends un exemple, vous achetez un bien 200 000 euros, vous mettez 100 000 euros en apport, il reste 100 000 euros de dette. Vous achetez, du coup, vous le vendez 210 000 euros. Pour récupérer les 210 000 euros, vous allez récupérer, du coup, vous allez chez le notaire. Le notaire va rembourser votre dette, donc les 100 000 euros, et puis va derrière vous rembourser les 110 000 euros de différence. Donc ça, c'est important de le noter. En cas de défaut de paiement, bah, il y a forcément du coup une procédure qui est mise en place. Donc le bien est saisi, il est vendu pour régler la dette. Ça, c'est vraiment le cas extrême, hein. Si, en cas de défaut de paiement, nous, alors on n'en a pas eu pour l'instant pour vous dire la vérité parce qu'on est assez bien ficelé là-dessus. Et en général, ce qu'on préconise, c'est vraiment la revente au marché classique. Parce que sur le marché du coup de, de, l- de le, comment?
de l'hypothèque, s'il est saisi, il sera dégressif, le prix. Donc voilà, le mieux, c'est de le revendre de manière classique. Euh, donc ça, c'est une procédure qui est à suivre. Ça vous sécurise aussi par rapport à la récupération de la somme. Et puis, ça garantit le prix pour le vendeur de la somme, comme initialement prévu par le contrat. Donc ça, c'est pour la partie défaut de paiement. S'il y a un défaut de paiement, s'il y a un décès de la part du vendeur, qu'est-ce qui se passe? Si votre vendeur décède, donc le contrat, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce contrat-là? Dans le cas d'une vente à terme, le prix convenu, vous le savez, est obligatoire, il y a une obligation de régler en totalité. En cas de décès du vendeur, avant la fin du terme, les dispositions, elles sont exactement pas, enfin, elles sont prévues par le contrat. Donc le vendeur décède, la fin du versement sont dues auprès des héritiers. C'est important de noter, l'héritier va récupérer les mensualités. Donc c'est un avantage aussi par rapport au viager, où vous le notez un petit peu plus tôt, le viager, bah, s'il décède, c'est fini. En revanche, là, avec la vente à terme, je peux garantir à mes héritiers que les 1500 euros qui courent sur la période, ils continueront de les toucher. Donc ça, c'est important. C'est important aussi que ça, il faut le noter, c'est qu'en cas de succession, s'il n'y a pas de succession ou s'il n'y a personne qui se présente, euh, vous récupérez pas le bien dans la totalité. On est en France, il y a quand même l'État, et donc du coup, c'est l'État qui figure du coup, qui figure, vous devez payer à l'État finalement le contrat que vous devez, que vous n'avez plus avec la personne qui est décédée. Voilà, donc ça, c'est important de le noter. S'il y a un décès de l'acheteur, qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous, en tant qu'acheteur, il y a un accident de vie, voilà, vous pouvez plus, vous êtes, voilà, il se passe un accident, vous avez, du coup, il y a quand même une obligation de paiement à part de vos héritiers. Les options de l'héritier, soit ils acceptent la succession, ils sont tenus de payer les mensualités comme dit par le contrat de vente à terme, ou bien il y a une revente du bien pour honorer la dette, ou bien aussi vous pouvez revendre le contrat de vente à terme, mais c'est encore un process qui est compliqué, mais qui est réalisable aussi de revendre le contrat de vente à terme. En cas de non-paiement, évidemment, le vendeur peut saisir la justice et demander la revente via la clause résolutoire. Donc ça, c'est important de le noter. On va passer à la deuxième partie, c'est les conditions d'accessibilité à la vente à terme. Il y a des profils types de l'acheteur de vente à terme. Alors, vous allez sûrement vous reconnaître dans ce profil type, ou pas d'ailleurs, mais c'est souvent des investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, voilà, ou à développer leur patrimoine immobilier. Nos clients sont très souvent des particuliers qui ont des apports importants et qui souhaitent étaler le paiement pour mieux gérer du coup leur achat, la vente à terme. Ou bien ce sont des entreprises qui peuvent également être intéressés par l'achat à terme pour immobiliser des biens et puis de l'investissement sur le long terme. Voilà. On est sur des adultes en général entre 30 et 50 ans avec la volonté et en âge de maximiser l'épargne et leur pouvoir d'achat. Voilà, en règle générale, le profil type, si on peut le déterminer, de l'acheteur en vente à terme. Pour le vendeur, et là c'est hyper intéressant parce que vous avez plusieurs types de vendeurs. Vous avez les particuliers, forcément, la base dans tout le marché de l'immobilier, ils ont absolument besoin de vendre leurs biens. Ils ne trouvent pas d'acheteurs, en tout cas pas au prix qu'ils le souhaitent, et surtout ils ne veulent pas le baisser ce prix-là. Ils ne sont pas forcément pressés pour vendre, et donc c'est eux les clients qui nous proposent des biens en vente à terme. C'est avec eux qu'on arrive à négocier des biens. Bien souvent, il n'arrive pas à vendre. Il veut mettre en location. Il dit, finalement, je voudrais mettre en location le bien. Et la vente à terme, c'est une excellente alternative. Une excellente alternative pour pouvoir justement se débarrasser, entre guillemets, du bien et continuer d'avoir des rentes non imposables sur la durée du contrat. Ça peut être des entreprises, des marchands de biens. On a des clients marchands de biens qui sont à la recherche d'un bien sans avoir besoin de vendre la totalité et la liquidité. Ils n'ont pas besoin de tout de suite de la liquidité totale pour repartir. Donc, ils proposent sur la vente à terme. C'est intéressant pour eux aussi. Et puis, on a des promoteurs. Une solution si la promotion est propriétaire du foncier. C'est important. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec les promoteurs, pardon. Si les promoteurs, s'ils ne sont pas propriétaires du foncier,
ils ne peuvent pas faire des contrats de vente à terme, ou au maximum de 48 mois. Donc c'est assez court. C'est un secteur qui est en grande souffrance. Donc, on essaie de trouver des solutions auprès d'eux pour pouvoir justement leur apporter la vente à terme comme solution en plus de ce qui existe actuellement. Les avantages et les inconvénients de la vente à terme. Pour le vendeur, bah, il y a beaucoup d'avantages, comme on peut le noter. Bien souvent, on me dit bah, comment vous arrivez à négocier, quels sont les avantages, j'y crois pas, etc. Bah, écoutez, il y a quand même beaucoup d'avantages sur la vente à terme. Le premier, c'est quand même de vendre au meilleur prix le plan, avec un plan de paiement qui permet de gagner plus sur la vente à terme. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant quand on n'est pas pressé de vendre. C'est quand même, on arrive quand même à faire des ventes beaucoup plus importantes parce que, vous l'avez compris, le prix de vente est supérieur via la vente à terme parce que, il octroie le plan de paiement. Donc ça, c'est intéressant pour le vendeur. Il y a des avantages fiscaux parce que les mensualités qui sont perçues, elles ne sont pas imposables. Et puis, la vente de la résidence principale, elle peut être exonérée dans la totalité d'impôts. Ça aussi, c'est à noter. Il y a la clause de privilège vendeur qui garantit du coup le prix de vente en cas en cas de difficulté. Vous avez aussi la sécurité pour les proches. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, en cas de décès, les héritiers continuent à percevoir les mensualités, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de contrats et qui n'est pas le cas surtout sur du viager. Et puis, bah, il y a la sécurité de la vente. En cas de non-paiement des mensualités, bien évidemment, le bien est saisi pour être vendu. Et l'inconvénient, heu, qui existe, hein, il faut aussi les mettre en avant, bah, le vendeur ne dispose pas de la totalité de la somme, le jour de la vente. Ça, c'est une chose, qui est avérée, hein, quand même. C'est le principe de la vente à terme. Et puis il y a le défaut de paiement qui est un risque mesuré, mais qui est un risque aussi. Donc c'est, on va dire, les objections qui apparaissent sur la vente à terme, les inconvénients, mais qui en soi ne sont pas nécessairement des inconvénients puisque elles sont contrecarrées par des solutions cadrées par le droit civil français, par le contrat de vente à terme, bah, comme le défaut de paiement, notamment. Après, sur la partie du du paiement échelonné, c'est au cas par cas, vraiment. Pour l'acheteur, les avantages, bah, on va les dire, mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous les avez vus. Bah, permet de constituer un patrimoine immobilier sans emprunter auprès d'un établissement bancaire. Donc c'est notre objectif. Disposer du bien immédiatement quand on est sur de la vente à terme libre. Vous pouvez absolument, le jour J, habiter, faire des travaux, le louer et puis du coup, bah, l'exploiter pour percevoir un loyer si c'est un cas un objectif d'investissement. Et puis vous avez surtout le terme défini, contrairement à vente en viager, il y a une durée de paiement fixe et déterminée qui évite les mauvaises surprises, avec un coût total parfois plus important sur le viager parce que là vous êtes c'est connu à l'avance, c'est ferme et définitif et il n'y a pas d'aléa. Les inconvénients, là, on va commencer à en parler. Ce sont le fait déjà qu'il y a un apport de départ qui est important. Ça nécessite d'avoir un capital de départ assez important sur le jour du contrat de vente, qui ne peut pas être du coup financé par un prêt bancaire. Et c'est environ 30%, 40%, voire 50% parfois du prix du bien. Donc c'est aujourd'hui ce sur quoi on travaille pour pouvoir apporter des solutions à nos clients pour pouvoir composer justement cet apport en capital. Sur de la négociation, c'est aussi important de se dire que bah, on ne peut pas arriver avec des négociations pour négocier un plan en vente à terme. Quand on arrive avec des grosses sommes, les vendeurs nous apportent beaucoup plus d'attention que quand on arrive avec des sommes à moins de 80 000 euros, 60 000 euros. On a du mal à négocier. C'est une vérité. Il y a un deuxième inconvénient, c'est qu'il y a une maturité du marché qui est en devenir, bien que bah, du coup, le concept soit de plus en plus en vogue, il reste quand même en marge des ventes en France. Donc, si vous vous souvenez, on parle de formation des différentes parties prenantes. Là, on est là-dessus, sur la formation des agents immobiliers pour leur communiquer les avantages pour eux, pour leurs clients, et surtout pour pouvoir faire en sorte que ça se démocratise et qu'on en ait de plus en plus à nous vous proposer via Venalis, mais dans le marché global de la vente à terme. Et le dernier inconvénient qu'on est obligé de citer, c'est qu'il y a une justification de la provenance des fonds, parce que derrière, on est tenu par une réglementation européenne, hein, de justifier toutes les sommes perçues pour l'achat immobilier, notamment chez le notaire. Voilà. Les exigences financières de la vente à terme.
Euh, il y a un apport important, je vous le disais, hein, qui est l'apport capital, l'apport de départ capital, qui est à partir de 30%. Donc ça peut être des belles sommes très vite. Il faut avoir aussi une capacité d'épargne, forcément, pour pouvoir financer le bien sur toute la durée du contrat. On peut pas aujourd'hui accompagner des personnes où on a le couteau sur la gorge, entre guillemets. C'est un projet où il y a trop d'investissement personnel pour risquer le fait d'être saisi et de perdre la totalité du bien. Donc ça, voilà, il faut avoir une bonne capacité d'épargne. Et puis, ce qu'on a cité comme l'accès au crédit, c'est que souvent, les acheteurs doivent avoir un bon profil crédit, entre guillemets, hein, vraiment, parce que on n'est vraiment pas sur du crédit bancaire, mais pour pouvoir parfois rassurer les vendeurs si nécessaire. Ça nous est arrivé de demander que des vendeurs nous demandent l'analyse financière de nos clients. Et s'ils allaient chez BNP, Société Générale ou peu importe, comment ils seraient reçus. Voilà, ça peut arriver. Et on peut proposer du coup avec des courtiers partenaires une évaluation de la faisabilité du projet. Voilà. Euh, J'en ai fini sur les grandes lignes de la vente à terme. On va passer à la troisième phase, du coup, qui vont être sur les stratégies financières. Et je vais passer du coup la main à Wadoud sur cette partie-là pour qu'il puisse justement vous parler de ce qui est possible de faire et comment arriver justement à cet apport le plus rapidement possible pour pouvoir faire en sorte de vous positionner derrière sur de la vente à terme. Sur de la vente à terme. Hop. Walou, je te laisse Hop, le tac, micro. tac. Il est là. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? C'était OK? Je vais couper du coup ma caméra. Est-ce que on voit toujours l'écran de présentation? Ouais, Ouais. Est-ce que super. le son et l'image est OK pour vous? OK, nickel. Bah, déjà, merci pour l'invitation à Icar. Merci à tout le monde. Rapidement, pour me présenter en 2 minutes, pour ceux qui ne me connaissent pas, la majorité d'entre vous, moi, je suis Wadoud. Je suis consultant en investissement et en gestion financière en investissement et charia compliance. Donc, j'ai une formation traditionnelle en finance. J'ai un master en finance. Ensuite, j'ai fait des études de conseiller en investissement financier auprès de Ricard Formation. Et j'ai continuer sur la finance islamique. Donc, je me suis formé en Malaisie, où j'ai passé énormément de temps, et à Financial Business School, en finance islamique. Et maintenant, je suis suivi par Cheikh Mufti Farah Zadem, un des plus grands experts en finance islamique au monde et en Europe, sur, pour maîtriser les critères de l'IOFI. L'IOFI, c'est euh, la réglementation internationale de produits financiers. Donc voilà pour la présentation. Comme vous l'avez vu, il faut une épargne importante pour commencer à investir en vente à terme. Et pour se créer cette épargne, en général, les gens mettent de côté chaque mois. Donc, ils épargnent. Mais ça ne suffit pas. On va le voir avec la prochaine slide. Il y a une vraie différence entre épargner et investir. En vrai, j'ai pris une simulation d'épargne de 500 euros par mois. Et il y a 3 lignes. La ligne bleue, c'est la ligne si vous épargnez sur un compte courant. C'est-à-dire que vous aurez 500 euros fois 12 fois le nombre d'années. Mais ça, c'est pas ce que vous aurez dans votre poche. Premièrement, il y a l'inflation. C'est-à-dire que si vous voulez épargner, enfin, vous voulez acheter une maison à 300 000 euros aujourd'hui, vous allez dire, je vais épargner un certain nombre d'années. Dans un certain nombre d'années, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, votre argent ne vaudra plus autant. Pourquoi? Parce que tout aura pris de la valeur, le pain, l'eau et la maison, mais votre argent, elle n'aura pas pris de valeur. Et ça, c'est le principe d'inflation. Donc, vous allez perdre de l'argent et il vous faudra plus de temps pour arriver au montant final.
Parce qu'au final, il faudra plus 300 000 euros pour acheter une maison. Il faudra peut-être 310 000 ou 320 000. Ça, c'est encore des choses dont on entend énormément parler, surtout ces dernières années, avec l'eau, le gaz, enfin, excusez-moi, pas l'eau, le gaz, l'électricité, les denrées alimentaires. Ça, on connaît. Mais pour les musulmans qui nous suivent, il y a autre chose. Il y a la zakat. Et ça, c'est la ligne orange. Chaque année, vous allez payer à partir d'un certain montant la zakat, 10 000%. C'est-à-dire qu'au final, pour épargner une somme, elle va diminuer chaque année, il faudra plus de temps à l'atteindre. Et ben, si on investit, et ça, c'est la ligne orange. Si on investit, déjà, j'ai fait une simulation à 7% de rendement annuel, 7, 7,5, des critères de ETF, de l'or, ce sont là sur les 40 dernières années, et ben, on peut obtenir la ligne verte. On prend un cas concret. Et la ligne verte, c'est après impôt, après zakat, après net de frais. Donc, j'ai pris des produits financiers, net de frais, net d'impôt, net de zakat. C'est-à-dire que vous payez davantage de zakat, vous redistribuez davantage d'argent, et en plus, votre argent croît en vert. Ben, on prend le chiffre que nous a donné Karl, 100 000 euros. Si vous deviez atteindre 100 000 euros en épargnant 500 euros par mois, il vous faudrait, avec la ligne verte, en investissant 12 ans. Ça veut dire 500 euros par mois. Par contre, si vous deviez épargner sur un compte courant et payer chaque année la zakat, sans parler d'inflation, eh bien, il vous faudrait, comme vous le voyez, 23 ans. Vous gagnez 10 années juste en passant d'une épargne sur un compte courant à un investissement à 7%. C'est ça, tout à fait, Nadia. Et en plus, en tant que musulman, vous vous acquittez de la zakat pour ceux qui sont musulmans. Ça, c'est très important. Ensuite, comment on fait pour investir? Parce que c'est bien beau d'investir, eh ben, on va avoir trois règles importantes. Le premier concept, c'est d'investir sur le long terme. Et ça, on va le voir avec différents graphiques. Je vous ai mis trois graphiques. Le premier graphique, c'est un ETF islamique. Le graphique du bas, c'est un ETF traditionnel, juste pour vous montrer la, la vision financière. Et en bleu, donc, à droite, c'est l'or. Vous voyez que sur le court terme, on peut perdre de l'argent via des produits d'investissement. Donc, on voit que après la crise de 2008, il y a eu une chute des marchés. C'est-à-dire que si vous avez investi avant 2008, il aura fallu un certain nombre d'années, 6 ans, pour récupérer votre argent. Pareil, vous voyez que l'or dont tout le monde ne cesse de dire que ça ne fait que de monter. Non, c'est faux. Entre 2015 et 2020, eh ben, l'or, elle a chuté, voire stagné. Par contre, si on étend l'horizon, eh ben, on voit que les marchés financiers, or, immobilier, bourse, crypto-monnaie, tous les marchés financiers, après, il faut choisir les bons produits d'investissement, croient sur le long terme. Et c'est pour ça que quand on investit, on recommande d'investir sur minimum 5 à 8 ans sur ce type de produits volatiles. Après, il y a des produits moins volatiles, mais qui rapportent moins de rendement, comme les SCPI. Ou bien il y a des produits garantis, mais qui ne seront pas Sharia compliant. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'obligations d'État, de fonds euros, de fonds monétaires. Et on dit c'est sûr. Déjà, aucun produit d'investissement n'est sûr. Et bien évidemment, c'est plus sûr que la bourse et l'immobilier. Ben, ce type de produit ne sera pas autorisé. C'est pour ça que sur la majorité des produits dans lesquels on peut investir aujourd'hui de façon charia compliance, on va préférer le long terme. Tout à fait, Nadia, avec tu, c'est euh, euh, le ratio rendement-risque. Tout à fait. Une fois que l'on sait que l'on a investi sur le long terme et qu'on n'investit pas à court terme,
on ne fait pas de trading, il y a autre chose qui est important de comprendre. C'est les rendements cumulés. Dites-moi dans le chat si ça vous parle les rendements cumulés. Sauf Nadia, bien évidemment, qui est une experte dans la matière. Je répondrai aux questions à la fin, Smaïl, si tu le sais. OK. Les rendements cumulés, Noria, elle a dit non. En fait, les rendements cumulés, c'est ce qu'a fait Warren Buffett, la huitième merveille du monde. Il a dû le prendre à d'autres. Au final, on ne sait pas forcément qui est le premier de citation. Certains disent Warren Buffett, d'autres disent Einstein et d'autres disent d'autres encore. En fait, quand vous investissez, vous voyez que la courbe, elle évolue de façon exponentielle et pas de façon linéaire. Pourquoi? Ben ça, on va voir juste dans le tableau suivant. Parce que, admettons, on a investi une somme en début d'année. Donc, vous voyez, la première année, on a investi 1320 $. Enfin, je voulais être euros, mais ça s'est mis en dollars dans la calculatrice. En fin d'année, vous allez avoir un profit de 41 $. L'année d'après, vous allez rajouter 1320 $. Vous ne touchez rien à votre placement. Ça peut être 100 euros par mois, ça peut être 500 euros par mois, peu importe, on garde le même placement dans cette simulation. Et ben, la deuxième année, vous n'aurez pas 41 $. Et vous n'aurez pas non plus 41 $ fois 2, c'est-à-dire 82 $. Vous allez avoir 137 $. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un profit sur votre capital qui a augmenté. C'est-à-dire que vous êtes passé de 1320 à 2640. Mais si c'était juste ça, le rendement, il serait linéaire. Il ne serait pas exponentiel. Pourquoi il est exponentiel? C'est parce que vous allez réinvestir les profits de la première année. Donc, ça ne va pas se faire sur 2640 $, ça va se faire, le calcul, sur 2640 $ plus 41 de la première année. Et en fait, en réinvestissant vos profits, là, ça fait boule de neige. Vous voyez que la première année, le rendement, il est faible, donc 41 $. Le deuxième, 137 $. Mais au bout de 10 ans, vous avez presque autant de rendement que de capital. Vous voyez que vous avez un rendement de 1100 $, alors que votre capital que vous continuez de placer est de 1300. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, c'est presque équivalent. Et là, on est sur un rendement de 7% sur cette simulation. Au bout de 20 ans, vous voyez que vous avez presque 2,5 fois plus de rendement que ce que vous placez. Ben ça, c'est ce qu'on appelle les rendements cumulés. Et ça, c'est la magie des investissements, entre guillemets. Et pour maîtriser ce point-là, il est essentiel. Donc, plus on fait fructifier l'argent, plus c'est. Prenons un exemple tout bête. Vous prenez une petite boule de neige, on appelle ça le snowball effect. Vous la lancez. Au début de la colline, elle va être toute petite. En bas, elle va être énorme. Pourquoi? Parce que la neige vient augmenter sur la boule. Et donc, plus ça augmente, plus on prend de profit. Ça, ce point, il est clair. Ou est-ce que vous voulez qu'on le revoie ensemble? Très clair. OK? Est-ce que tout le monde a compris? Sinon, je revois, parce que c'est vraiment un des points très importants. OK, nickel. Donc, la première des choses, on investit à long terme. La deuxième des choses, on profite des rendements cumulés. La troisième leçon, pour faire rapide et simple, c'est comprendre les différents produits d'investissement. Aujourd'hui, il y a plusieurs investissements possibles. Euh, en France, de façon charia compliance. Des ETF, des actions, de l'or, des CPI, des assurances-vie, des PER, des cryptos. Mais soyez francs et honnêtes entre nous. Si je vous avais demandé avant
de voir cette slide, si l'assurance vie était pour vous charia compliant, autorisée en musulman. Donc là, je vais à ceux de compétents musulmans. Est-ce que vous m'aurez dit oui ou non? 10 minutes avant. Là, j'ai posé la question trop tard. Je vous ai dit oui. Mais si je vous aviez demandé il y a 1 heure, vous auriez répondu quoi? J'aurais dit non. Cyrine, pour quelle raison? Ne rien. Ceux qui disent non, en une phrase, est-ce que vous pouvez me donner la raison, s'il vous plaît? En une phrase. En... Pareil pour être bon. OK. Et refusons en une phrase. Car c'est basé sur de l'aléatoire. OK? Est-ce que tu peux développer ce sujet? Le capital après le décès. OK, Mehdi. Avant de vous donner la réponse, si je vous pose une question, je vous dis, une assurance vie, c'est mettre de l'argent tous les mois dans un compte, donc une prime d'assurance, et en cas de décès, si vous mourrez, comme dans les films américains, si Brian épouse Sophia, et ben Brian il aura l'argent sur le décès de Sophia. Et ça, c'est ça pour vous une assurance vie. En gros, si quelqu'un meurt, l'argent va à sa famille, à sa femme, à son mari, à ses enfants, etc. Ou non, c'est pas ça pour vous. Oui, mais dis. Les autres, non, rien. Ismaïl, oui. OK. Et bien ça, c'est les films américains. Et c'est l'assurance vie américaine. Mais c'est pas la nôtre. Ça, chez nous, on appelle ça, en France, une assurance. Ouais, c'est ça, tout à fait, Nadia. Bah, attention, c'est une experte, donc forcément. C'est euh, l'assurance capitalisée. euh, la- L'assurance décès. Bon, ça, c'est interdit en islam. L'assurance vie, c'est pas ça. C'est un coffre. Dans ce coffre, on peut mettre différents produits d'investissement. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a écrit que ça saute sur mon écran. Est-ce que c'est OK le son? OK. OK, clair. Donc, une assurance vie, c'est un coffre. C'est comme par exemple un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite dont vous avez entendu parler euh, au travail. Dans ce coffre fiscal qui donne des avantages fiscaux, on peut mettre des produits d'investissement. On peut mettre des obligations d'État. On peut mettre des fonds euros. On peut mettre des fonds monétaires. On peut mettre des actions. On peut mettre des SCPI. Si les produits dans l'assurance vie sont halal, charia compliant, par exemple, on va mettre des actions boursières autorisées, et bien, l'assurance vie va être autorisée. Si on met des SCPI charia compliant, eh ben, l'assurance vie va être autorisée. Par contre, si on met des produits haram, des obligations, des fonds euros, des fonds monétaires, des actions de Pernod Ricard, etc., eh ben, l'assurance vie va être interdite. Par contre, on va épurer de certaines clauses. Par exemple, on va retirer les critères de euh, prévalence plancher ou prévalence décès, etc. Eh ben, en fait, c'est ça. Et c'est pareil pour un plan épargne d'entreprise, un plan épargne de retraite, un CTO, un PEBA. Tout ça, c'est des enveloppes fiscales. Et dans ces enveloppes, on va mettre des produits halal ou non. Et c'est comme pour la bourse, pour faire simple, dernier exemple, est-ce que c'est halal ou non d'investir en bourse? La question, elle est mal posée en fait. Parce que ça voudrait dire répondre oui ou non. En fait, c'est ni oui et non. C'est oui selon certains critères. Par exemple, le premier critère, c'est l'activité de l'entreprise. Elle doit être autorisée. On peut investir dans des sociétés d'eau, de téléphone, de création de tables, d'ordinateurs, etc. Mais ça suffit. Par contre, on ne peut pas dans l'armement, la pornographie, la finance, le tabac, l'alcool, etc. Mais ça ne suffit pas. L'entreprise, elle vend de l'eau. On va regarder un autre critère, l'endettement financier.
Et selon l'AIOFI, elle a le droit d'avoir maximum 30% d'endettement financier. Si ça répond à ces deux critères, l'activité et l'endettement, on peut investir dedans. Sinon, on ne peut pas. Ben, ça, c'est pareil pour tous les produits. Tous les produits que vous voyez à l'écran sont possibles d'investir dedans. Mais par contre, il faut faire très attention. Il n'y a que très peu de solutions Sharia compliant. On ne sait pas parce que je vous ai dit qu'on peut investir en bourse, en or, en ETF, en crypto, en sukuk, que tous sont Sharia compliant. Il faut vraiment choisir des options halal. C'est comme la vente à terme. Toutes les ventes à terme ne sont pas autorisées. Eh bien, toutes les actions ne sont pas autorisées. Par contre, il y a des choses qui sont toujours interdites. Ça va être ces obligations, les fonds euros, les fonds monétaires. Tout ça, ça va être interdit parce que c'est du riba, par définition. Ça va créer des coupons, ça va créer de l'intérêt. Donc, Smaïl, tu parles de critères d'endettement. En fait, le critère d'endettement, c'est quoi? C'est que des sociétés se financent euh, sur les marchés bancaires. Eh ben, ils n'ont pas le droit d'avoir dans leur bilan plus de 30% de financement reverse. Ça, c'est le critère de l'IOFI. Pour la bourse, d'autres produits financiers, ça va être 0%. Par exemple, les SCPI, tu n'as pas le droit d'investir dans euh, des sociétés de gestion qui ont levé, enfin, qui ont acheté à travers de la dette, même si c'est 10%. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est pas parce que tu as le droit à 30% en bourse qu'on peut mettre cette règle à tous les produits d'investissement. iPhone, je joli prénom, je te taquine. Oui, il y a des ETF halal connus. Il y a les ETF qui vont reproduire le MSCI Islamic World. Il y a les ETF qui vont reproduire le MSCI USA. Tu en as chez BlackRock, tu en as chez HSBC. T'as le Spurs aux États-Unis. Donc, tu as différents ETF halal. Et en fait, tu as parlé d'un mot et je vais finir sur ça. Est-ce que vous savez le gold? En effet, moi je pensais à ETF boursier. Il y a le gold, Nadia, il y a des ETF Sukuk, donc il y a différents ETF. Est-ce que vous savez c'est quoi un ETF? Dis-toi dans le... Ah non, non, rien. Mais dis, je vais répondre à ta question. C'est très technique, mais je vais répondre à ta question. Un ETF, non, rien, c'est les gens, des fois, tu leur dis d'investir en bourse et ils sont en stress. Et ils pensent que c'est dur, ils vont perdre de l'argent. En fait, j'essaie de faire très simple. Tu as deux façons d'investir en bourse. Soit tu investis dans des sociétés individuelles, Apple, Google, LVMH, Nokia, et ça, c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? C'est parce que, historiquement, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, elle a fait une étude sur 14 000 investisseurs qui a prouvé que soit ils perdent de l'argent, donc un peu, enfin, tu peux confirmer Nadia, soit elles sous-performaient un indice boursier. C'est quoi un indice boursier, un ETF? En fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler du CAC 40? C'est pas halal, mais je veux juste que vous compreniez l'idée. Est-ce que vous savez c'est quoi le CAC 40? Non, rien. Ok. C'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Ben, si tu achètes un ETF qui réplique le cours du CAC 40, bah, elle va racheter à l'identique le contenu du CAC 40. C'est-à-dire que si tu investis 100 euros et que LVMH, ça représente 13% du CAC 40, tu as 13 euros qui vont aller dans LVMH, 9 euros dans L'Oréal, 8 euros dans, je sais pas, moi, BNP par exemple. Et en fait, en mettant 100 euros, toi, tu n'as pas à réfléchir. Tu investis toujours dans les 40 premières sociétés françaises. Et il y a ce qu'on appelle un critère auto-nettoyant, c'est-à-dire que, admettons, tes performances aujourd'hui sont 40e du CAC 40. Si demain, ils perdent
de la valeur boursière, eh ben, ils vont passer 41e. Bah, ton ETF, désolé, il va le vendre et il va racheter le 41e qui va monter à la 40e place. En fait, tu achètes un panier d'actions boursières. Et vu que tu achètes un panier, tu achètes toujours les meilleures sociétés. Ça peut être CAC 40, ça peut être le S&P 500 aux États-Unis, les 500 meilleures sociétés américaines. Et en fait, c'est simple. Si le marché boursier mondial, il est en hausse, tu gagnes de l'argent. Si le marché boursier mondial est en baisse, tu perds de l'argent. Mais historiquement, le marché mondial, il est en croissance, même s'il change de paradigme. Par exemple, il y a 50 ans, il n'y avait pas de tech, il n'y avait que des bancaires dans le S&P 500. Aujourd'hui, c'est de la tech. Demain, c'est peut-être de l'intelligence artificielle ou je ne sais quelle nouvelle industrie. Tu n'as pas à réfléchir, tu investis toujours dans la meilleure société. Voilà comment on peut investir en bourse de façon halal, rentable, à long terme. Ça, c'est pour la bourse et c'est pareil pour les autres produits hors crypto, ETF, hors crypto, SCPI, immobilier, etc. Et ça, c'est clair. C'est un peu technique, mais est-ce que c'est clair? Ça y est, le S&P 500, il est pas halal. C'est ce que j'ai dit. J'ai donné l'exemple du CAC 40 et du S&P 500 parce que c'est très connu. Par contre, c'est pas halal. Le halal, c'est le MSCI Islamic World, le iShares Gold, etc. Dernière, je réponds à une autre question, mais dit, les ETF halal sont présents sur le PEA. Non. Pourquoi? Parce que il y en a un seul. Pourquoi? Deux si je ne me trompe pas. Il y en a un BlackRock et un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un PEA, tu peux mettre deux choses. Soit des ETF européens ou français, et je t'ai parlé du MSCI USA ou le MSCI World, où tu peux investir dans des boursières du monde entier, et on ne peut pas le mettre dans un PEA, plan épargne action, ou bien, tu as une autre façon de faire, c'est tu vas acheter, et ça, c'est pas halal, tu vas acheter ce qu'on appelle des ETF synthétiques. Et là, on va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui parce que c'est trop technique, mais tu vas pas posséder les actions sous-jacentes. Ça va être un effet de swap qui va te faire que tu vas pouvoir acheter dans un ETF. Et là, tu peux investir dans un S&P 500. Mais en islam, on n'a pas le droit parce qu'on doit être propriétaire du sous-jacent. C'est-à-dire que si j'investis dans une action boursière ou dans un ETF, je dois posséder les actions. Et donc, on ne peut pas mettre un ETF international synthétique, Sharia compliant, dans un PEA. On peut mettre uniquement des ETF Europe ou France. Et il y en a un ou deux. Quelle plateforme je conseille? Bah, ça dépend. Ça dépend des produits. Pour les ETF, il y a Interactive Broker ou il y a Trade Republic, etc. Donc, il y a différentes solutions pour investir. Ces deux elles sont très bien. Et après, pour d'autres solutions, crypto, ça va être d'autres produits, etc. Par contre, faites attention, toutes les cryptos ne sont pas halal. Et toutes ces façons d'investir dans des cryptos halal ne sont pas autorisées. Faut que la crypto elle soit halal et faut être propriétaire du sous-jacent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir à travers Boursorama, par exemple, parce qu'on n'est pas propriétaire de la crypto en elle-même. Donc voilà. Donc, de cette façon-là, vous pouvez investir et ensuite, vous créez un patrimoine qui vous permet d'aller faire un apport et investir avec Benadis. Inch'Allah, c'est ce que je recommande à pas mal de mes clients. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Merci Wadoud, c'était très clair. C'était très très clair en tout cas pour ma part. J'espère que tout le monde a apprécié le, la, la- la présentation et l'explication de Wadoud. Merci pour ton temps. Tu as du coup, merci beaucoup, merci pour lui.
J'espère que vous avez apprécié aussi la première partie sur la vente à terme, mais je pense que vous étiez déjà tous assez avertis sur la vente à terme et les différents tenants et aboutissants. Je vais arrêter de partage, je vais mettre en écran, comme ça on va se voir. Mais l'idée, voilà, c'était surtout de pouvoir vous réexpliquer un petit peu le concept de vente à terme, pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, les règles de Venadis, et puis surtout commencer à avoir des clés euh, pour pouvoir avoir cet apport qui est important, qui est fondamental aujourd'hui pour pouvoir justement être en capacité de négocier un bien, si on souhaite passer par la négociation ou bien bah, de se positionner sur des biens qui sont déjà existants. Donc, c'était important pour nous de proposer des solutions par rapport à ça. Je vois qu'il y a quelques questions qui devraient arriver, qui sont en train d'arriver. Donc, n'hésitez pas, je vais répondre au fur et à mesure. On a encore quelques minutes quand même devant nous. Wadoud, c'est important aussi de signaler que lui, il a du coup une formation qui vous permet justement bah, d'aller plus loin sur vos connaissances et qui sera voilà, qui serait en capacité de vous proposer. On vous mettra un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui directement sur le chat où je vous ferai un mail groupé à tous les participants pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec lui si ça vous intéresse comprendre un petit peu ce qu'il en est et vous positionner potentiellement sur un accompagnement. Ça peut être intéressant aussi pour, bah, dans une stratégie de développement de votre capital. Voilà. Donc, je vous mettrai ça sur le lien ici. Alors, les questions. Sur la vente à terme, je voulais savoir si c'était possible de rendre ma vente à terme. Alors, c'est Cyrine qui me pose la question de rendre ma vente à terme. Qu'est-ce que ça veut dire, votre question, du coup? De vendre ma vente à terme. Oui, alors, en fait, et lorsque vous devenez propriétaire merci beaucoup, merci pour lui, Nadia. Vous devenez propriétaire du bien, donc vous êtes libre de revendre le lendemain. Aucun souci. Simplement, bah, vous êtes redevable de la dette. Donc, si vous revendez 200 000 euros, avant de percevoir vos 200 000 euros, vous devez rembourser la dette du vendeur. Voilà. Est-ce que j'ai été clair sur ma question, Cyrine? Ma réponse, pardon. Parfait, merci. Soumaré, j'ai une question, mais qui est un peu longue. Bah, posez-la, et puis si je peux y répondre tout de suite, eh bah, tant mieux, sinon on prend rendez-vous et on échange ensemble, aucun problème. Je pense à la vente complément sécure. Merci Radier le compliment. L'imposition de la plus-value, donc ça c'est Haroun qui pose la question, l'imposition de la plus-value du vendeur est basée sur le montant du bouquet ou sur le montant total de l'opération? Excellente question. La plus-value pour le vendeur, elle est similaire. Alors, dans la présentation, je vous ai expliqué que c'est exactement la même chose, la vente à terme d'une vente classique. Donc, même pour ça, ça va être la même chose. La plus-value va être calculée sur la différence entre bah, le prix d'acquisition et le prix de revente. C'est cette somme-là sur laquelle vous allez être imposé. Alors, en fonction du temps où vous l'aviez, vous étiez propriétaire, alors c'est dégressif avec le temps, vous avez des pourcentages qui se réduisent, mais c'est sur cette base-là que c'est calculé. Donc, c'est sur la somme globale, la différence entre l'achat et la vente. Voilà. Et le vendeur est imposé au moment, comme pour toutes les ventes, au moment de la vente, de la vente du bien chez le notaire. Est-ce que vous avez des studios dispo en Île-de-France, dans le 92? Et donc, c'est Mehdi. Et quel est le délai habituel pour les mensualités? Alors, le délai habituel pour les mensualités. Alors, pour répondre déjà à la première question, est-ce qu'on a des studios dispo en Île-de-France? Actuellement, non, on n'a pas de studio disponible en Île-de-France et pas dans le 92, du coup, par définition. On travaille sur, du coup, ça, on est plus sur des missions de chasse. Vous pouvez nous solliciter pour vous accompagner, du coup, sur les options d'accompagnement à la recherche de biens. Donc ça, vous avez les informations qui sont sur le site si vous avez besoin, mais et qu'on puisse définir ensemble un peu le projet.
Et par contre, j'ai pas la question sur j'ai pas saisi la question: «Quel est le délai habituel pour les mensualités?» Est-ce que vous pouvez, redéfinir la question, s'il vous plaît, Mehdi? Je dois avoir l'accord du vendeur pour la vendre. Non, vous devez alors, Cyril, non, vous devez pas avoir, l'accord du vendeur pour la vendre parce que vous êtes propriétaire. Vous êtes 100 propriétaire, vous faites ce que vous voulez du bien. Si vous voulez revendre, vous revendez. Simplement, vous lui devez une dette et avant de recevoir votre argent, vous le devez lui donner. Haroun, quand vous recevez bien un négocié, est-ce que la vente à terme est basée pardon, est-ce que la vente à terme, j'ai perdu votre question. Basée sur le prix affiché par le vendeur ou le vendeur propose d'augmenter le prix pour la convaincre? Alors, c'est exactement ça, Haroun. Alors, votre question, je vais la dire comme ça, tout le monde l'entendra. Quand vous recevez un bien à négocier, est-ce que la vente à terme est basée sur le prix affiché par le vendeur ou vous leur proposez d'augmenter le prix pour convaincre le vendeur? On augmente le prix pour convaincre le vendeur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si demain vous deviez acheter un bien via un crédit immobilier, il y a les taux d'intérêt, forcément, que en tant qu'acheteur, vous payez à la banque. Donc l'idée, c'est de se dire que bah, celui qui rend véritablement le service de vente du bien, c'est pas le banquier, c'est le vendeur. Donc autant que cet argent-là aille dans la poche du vendeur, alors il y a des négociations, bien évidemment, qui sont faites, mais autant que ça aille directement dans la poche du vendeur, il vend plus cher et du coup, il vous accorde un plan de paiement pour récupérer plus d'argent au final. Donc c'est du gagnant-gagnant. Alors Nadia, oui, sauf si c'est sa résidence principale. Alors ça, c'est particulier sur la résidence principale. Il y a une exonération, il y a une exonération d'impôt. Oui, et il y a des modalités qui peuvent être un peu techniques, mais effectivement, c'est sa résidence principale. On est sur ce type de stade d'imposition. Pardon, je suis en train de lire une question. Les frais de succession sont les mêmes que dans une acquisition classique. Alors les frais de succession, oui, on est sur un process, classique, de droit à la succession en France. Oui, effectivement. La vente à terme, en fait, ne différencie les choses que par, le fait que vous avez un plan de financement, différent. Sinon les règles sont les mêmes. Soumaré, la question est arrivée. Puis-je faire l'achat du bien en faisant de la location de courte durée dans la vente à terme? Car j'ai une société de sous-location et j'aimerais l'exploiter dans cette activité et payer plus le loyer pour terminer l'achat rapidement. Oui, effectivement, alors c'est une question, oui, technique, ça mériterait qu'on aille un peu plus loin ensemble sur la question. Mais oui, on peut faire de la location courte durée. Encore une fois, si vous achetez un bien avec la BNP ou peu importe, derrière, vous êtes propriétaire. Donc si, vous avez les conditions, de la copropriété, pour pouvoir faire, de la location de courte durée, oui, pas de souci. Vous pouvez aller là-dedans. Vous êtes propriétaire, vous pouvez exploiter comme vous voulez, l'usufruit de votre bien. Donc ça, c'est pas du tout problématique, c'est pas lié à la vente à terme. Pas du tout lié à la vente à terme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'option de chasse, s'il vous plaît? Oui, bah, bien sûr, pas de souci. Ça, c'est une option, qu'on propose, à nos clients en fait, de recherche de biens. En fait, si vous voulez, on s'est aperçu qu'on proposait des biens, mais les biens, sont pas forcément, on n'a pas forcément des clients en face qui souhaitent habiter, bah, dans les secteurs qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez me dire: «Oui, c'est top, une maison bleue, moi je veux une maison bleue, en vente à terme, mais là, vous me proposez que des maisons rouges, c'est top la vente à terme, mais moi ça me convient pas». Donc en fait, on part du principe un peu différent. On a renversé un peu la vapeur en se disant, bah, on va partir du postulat que vous cherchez un bien, quel type de bien vous recherchez, quel est votre budget, vos capacités de remboursement, votre apport, et par rapport à ça, on va définir le projet ensemble, définir un projet de recherche en fonction des zones, des secteurs, etc. Vous allez, justement, on va vous définir un prix sur lequel vous pouvez vous positionner avec vos capacités d'achat, un prix qui semble intéressant pour vous positionner sur le marché. Vous allez sélectionner des offres. Vous allez sélectionner des offres qui sont sur le bien, sur le marché classique. Vous allez nous les envoyer et nous, on se charge pour vous de négocier la vente à terme. Si c'est possible,
on contacte du coup l'agent immobilier ou le vendeur. Si c'est possible, on organise du coup la visite. Là, vous savez que vous visitez un bien qui est ouvert sur la vente à terme. Et là, derrière, vous pouvez vous positionner en faisant une offre d'achat. Si c'est pas possible, eh bien, on aura essayé, on passe à autre chose. Et ça, en fait, là, pour le coup, on ne garantit pas de résultat. Parce que forcément, on aura beau travailler jour et nuit, si la personne en face ne peut pas vendre à terme parce qu'il a besoin de l'argent tout de suite, on pourra faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Par contre, nous, ce qu'on garantit, c'est on essaye, on tente pour vous, on tape à la porte pour vous, pour pouvoir négocier le bien de vente à terme. Voilà. J'espère avoir été un peu plus clair sur l'option de chasse. Euh, alors, sous-marée, oui, c'est de la location de courte durée, donc oui, il n'y a pas de souci sur de la vente à terme. Mehdi, je veux dire, quel est le délai habituel pour rembourser le capital restant? Euh, c'est une question très très pertinente, Mehdi. Merci beaucoup de la poser. Euh, cette, euh, la vente à terme, si vous voulez, il y a une particularité, c'est qu'on négocie en direct avec le vendeur. Il faut être en capacité de le rassurer. Ça, c'est une des grandes choses importantes sur la vente à terme. Rassurer. Comment on rassure? Avec l'apport, voilà la première partie, l'apport. Et puis ensuite, lui permettre de se projeter sur un délai raisonnable. Si on part, alors ça existe, hein, des ventes à terme, on en a proposé, mais des ventes à terme à plus de 10 ans, plus de 12 ans, c'est extrêmement rare. Et lorsqu'en plus on va pour négocier, on est au maximum, on va dire, pour rassurer le client vendeur, au maximum sur du 10 ans. Jusqu'à 10 ans, on se projette. Jusqu'à 10 ans, on se dit oui, ah oui, dans 10 ans, ok, c'est palpable, entre guillemets. Un peu plus, on a du mal à négocier. Voilà, donc effectivement, c'est la variable de temporalité qui est importante, c'est que on a du mal à aller au-dessus de 10 ans sur nos négociations. En tout cas, on nous écoute beaucoup moins quand on part sur plus de 10 ans. Jusqu'à 10 ans, avec un bel apport, on a réellement des chances de pouvoir passer sur de la vente à terme. Bonsoir, j'ai raté une partie du webinaire. C'est possible d'avoir un replay. Il est enregistré. On va voir s'il est possible d'avoir quelque chose de convenable et de le mettre peut-être sur YouTube. On va voir si c'est envisageable. Sinon, on peut prendre rendez-vous, on échangera, il n'y a pas de souci. Sous-marée, donc, je peux financer l'achat avec de la courte durée. Vous pouvez financer l'achat avec vos revenus. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question, mais oui, vous pouvez financer l'achat avec de la courte durée. Si ça fait partie de vos revenus, pas de souci. De par votre expérience, y a-t-il des profils types de vendeurs, des biens types qui aient plus de chances d'aboutir sur une vente à terme? Oui, il y en a. On va dire que c'est des profils cibles de vendeurs, mais surtout des biens qu'on peut cibler. Quels sont les biens que vous pouvez cibler, vous, dans vos recherches? Alors, plutôt les biens sur lesquels on a moins de chance. C'est peut-être plus ça qu'il va falloir déjà se dire, bah là, sur ça, on a moins de chance. Des biens qui viennent de sortir, des biens que vous venez de voir apparaître sur le bon coin, parce qu'en général, quand on cherche des biens, on regarde régulièrement, etc. Les biens apparaissent, disparaissent, sont remis en ligne, etc. Lorsqu'un bien vient d'arriver, euh, par expérience, là, la vente à terme, on va pas aller tout de suite. Le client se dit, bah non, je vais essayer de le vendre de manière classique. Il ne sait pas encore manger les 10 visites où il n'y a pas eu de proposition ou des propositions qui ont cassé complètement le prix. Il n'a pas encore eu le temps de se confronter réellement au marché et aux difficultés de vendre le bien. Donc lui, il arrive tout frais en se disant, bah, c'est sûr que je vais vendre au meilleur prix, etc. Peut-être que ça va arriver et peut-être pas. En revanche, sur des biens où c'est un peu plus long sur la vente, où bah, commence à avoir une tension, ça fait 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois qu'il est en vente, on a dû baisser le prix, l'agent immobilier commence à dire bah non, mais il faut baisser le prix, on n'arrive pas à vendre, c'est compliqué, il a déjà eu des dizaines de visites, il y a pas de projection. Là, on est en capacité d'avoir une offre ferme et définitive. Souvenez-vous pourquoi? On arrive avec un apport important, des remboursements, tous les avantages qu'on a vus, un apport important, des remboursements mensuels, et puis surtout, on achète plus cher. Donc là où d'habitude, eh ben, on lui dit, bah, faut baisser le prix, nous, on lui dit, non, non, nous, alors on va faire une négociation, mais par rapport au prix, mais au final, vous allez gagner plus d'argent.
plus d'argent que si vous l'achetez, que si vous le vendez aujourd'hui, sur la temporalité qu'on va octroyer au plan de paiement. D'accord? Donc, voilà un peu les profils surtout sur lesquels il ne faut pas trop aller, c'est les nouveaux biens. Après, par ricochet, forcément, par effet miroir, des biens où ça fait un peu longtemps, des biens avec des travaux, des biens, voilà, des biens que vous sentez que ça fait quelque temps où c'est en ligne, des biens sur les photos où les photos sont vides. Très important, ça aussi. La notion de quand ils prennent les photos, il y a plus de meubles dedans. Qui dit plus de meubles dit plus habité. Dit plus habité, donc bah, du coup, il y a des frais dessus. S'il y a des frais, et bah, si on n'arrive pas à vendre, ça nous coûte de l'argent. Donc autant qu'on arrive à vendre, et si on a une solution, vente à terme, là, ça va être intéressant. Voilà. KD, j'espère que j'ai répondu à votre question. Quels sont les principaux arguments pour convaincre un propriétaire qui est hésitant? Alors, je vais, du coup, c'est une partie de la présentation qu'on a abordée, mais juste que j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas euh, eu toute la présentation. Euh, bah, comment on convainc par le fait de vendre plus cher, le fait que derrière il y a des sécurités en cas de non-paiement. C'est hyper important, ça, la sécurisation psychologique et financière du vendeur. Le fait que ce soit cadré par le droit français, le fait que s'il arrive quelque chose au vendeur, le prix est ferme et définitif et c'est ses héritiers qui continueront de percevoir. Euh, le fait que derrière, si encore une fois il y a un défaut de vente, il y a un cadre juridique installé qui permet de récupérer la somme due. Voilà, c'est des choses comme ça qui permettent de sécuriser et de convaincre le propriétaire. Et après, faut pas se mentir, le fait de vendre plus cher le bien et puis de se dire que bah, sur un projet, sur un bien à 200 000 euros, on arrive avec 100 000 euros d'apport et les 100 000, vous me les faites sur 6 ans, 7 ans, c'est assez séduisant. Je suis intéressé par l'option de chasse car nous cherchons un studio. Que se passe-t-il si aucun propriétaire n'accepte la vente à terme? Alors, ce qui se passe, c'est que, alors, comment on s'organise? Du coup, vous nous mandatez pour la recherche. Vous avez un nombre de biens à nous apporter. Si on n'arrive pas à négocier votre à terme, bah, vous nous avez engagé. Ces frais-là, c'est des frais que vous engagez dans votre projet, dans vos recherches. C'est pour ça que c'est important de saisir. Nous, on n'est pas là pour mentir à qui que ce soit, hein. Ça peut fonctionner, ça fonctionne, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Donc, l'argent que vous allez pouvoir peut-être tenter la chance, entre guillemets, de négocier des biens de vente à terme, il se peut que pardon, vous les perdiez. Mais en revanche, si on y arrive, la prestation de négociation, elle est à 3 000 euros, peu importe l'option que vous choisissez. Voilà. Je vous en prie, Khaled. Euh, A-t-on plus de réussite avec une annonce directe propriétaire plutôt qu'avec une agence immobilière? Eh bien, par expérience, on aurait tendance à dire que les agences immobilières, elles sont réfractaires, etc. Eh bien, croyez-moi que nous, chez Venadis, on s'est quand même rendu compte qu'ils étaient très intéressés par la vente à terme. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Ils ont un bien qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et là, on leur propose un acheteur, un potentiel acheteur. Ce qui manque, c'est de l'éducation. C'est les rassurer eux aussi sur le fait que ça existe, etc. Parce que beaucoup d'agences immobilières ne connaissent pas la vente à terme. Donc, c'est notre travail de pouvoir faire en sorte de démocratiser la vente à terme et de les rassurer sur ce qu'ils vont proposer. Mais on a plus de chance avec les agents immobiliers parce que les agents immobiliers sont déjà en contact avec le vendeur, il y a déjà une relation de confiance qui est déjà là. Donc si on arrive à séduire, entre guillemets, l'agent immobilier euh, par le principe de vente à terme, qu'il arrive, qu'il va voir son client et qu'il est en confiance avec son client, et que son client est en confiance, et qu'il lui dit, bah voilà, j'ai une opportunité, c'est de la vente à terme, c'est un peu différent, mais ça peut valoir le coup, et bah là, on est plus fort. Là, on peut être plus fort. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire que les agences immobilières sont beaucoup plus ouvertes parce que les vendeurs par expérience, sont assez fermés au fait qu'il y ait des professionnels qui les démarchent, etc. Il faut savoir, quand on met un bien en vente en particulier, on a des dizaines et dizaines d'agents immobiliers qui souhaitent avoir le mandat, qui vous harcèlent. Donc c'est voilà, c'est moins facile. Voilà.
Si on part sur un bien à 300 000 euros, mais qu'on négocie la vente à terme à 400 000 euros pour convaincre le vendeur, hors résidence principale, est-ce que le vendeur prend-il bien en compte la hausse de son impôt sur la plus-value? Bah, écoutez, si, s'il est bien informé, et c'est aussi le devoir de l'agent immobilier et notre devoir, d'informer, mais c'est sur le prix de vente, qu'il est imposé. Donc, il est censé le savoir. S'il accepte, de vendre à ce prix-là ou s'il accepte de le vendre à l'autre prix, il est censé être, au courant que, il est imposé sur, le prix de vente. Mais, c'est important effectivement de pouvoir, le lui signaler. Mais dites de rien. Alors, la prospection téléphonique est-elle plus adaptée ou bien mieux vaut visiter le bien et proposer de leur en parler en face à face? Tout est une question du temps accordé. Le temps pour organiser une visite, pour vous déplacer, pour faire en sorte de vous projeter, etc. Voilà, tout ce temps-là, juste pour négocier, ça peut être une bonne stratégie, mais c'est beaucoup de temps. En revanche, le fait de faire, du coup, de la prospection téléphonique et d'avoir un accord de principe, au moins vous êtes sûr et certain, d'être en position de force lorsque vous entrez dans le bien. Vous savez que le bien, nous, les clients qui vont faire des visites, ils savent que, le bien qui qu'ils sont en train de visiter est un bien disponible en vente à terme. Donc, il y a pas de perte de temps. Le temps est une valeur très importante. Alors, peut-être que ça peut marcher, hein, sur du face à face et cetera, mais pour les retours d'expérience des clients qu'on accompagne qui me disent que, bah, ils ont déjà essayé, qu'ils ont pas réussi parce qu'ils sont passés en direct et cetera, ça marche quand même nettement moins bien. Parce qu'il faut savoir quand même que le rapport B2B ou, enfin business to business, c'est beaucoup plus «fiable» entre guillemets. Il y a une relation de confiance qui se fait, parce que le professionnel parle à un autre professionnel, qu'un particulier qui parle à un professionnel. Voilà. J'ai pris le webinaire en cours de route, vous l'avez peut-être évoqué, mais quel pourcentage de majoration peut-on raisonnablement proposer à un vendeur pour le motiver à la vente à terme? Le pourcentage de majoration, il est forcément raisonnable. Tout va dépendre finalement du délai octroyé. En fait, si vous voulez, si on accepte et de l'apport que vous allez apporter. Si vous, donc il y a un simulateur en ligne, hein. Ça, c'est intéressant. Voilà, peut-être que, sur le, sur le site internet, vous allez pouvoir peut-être vous amuser, à regarder le simulateur en ligne pour pouvoir avoir, du coup les informations. Je vous mets le lien. Là, vous allez avoir simulateur et vous allez pouvoir, d'une part, simuler du coup combien est-ce que vous pouvez, sur quel type de bien vous pouvez vous positionner et derrière, en mettant le prix du bien affiché, votre rapport, en fonction de la temporalité qu'on propose, vous allez voir, quel type de à combien est-ce qu'on propose le bien. Après on n'est pas sur, on n'est pas sur du 300 à 400 000. Je vous en prie. Je vois que, il y a beaucoup de questions, c'est génial. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Le le temps s'égrène, mais c'est parfait. Je vois qu'il y a il y a un besoin d'information en tout cas et ça c'est toujours, extrêmement motivant de pouvoir apporter toutes ces informations-là. Hem, on va arriver sur la fin du webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis encore là, Wadoud est encore là si vous avez des questions aussi pour lui. Heu Et je vais vous mettre du coup son lien pour prendre rendez-vous si, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que ça vous a apporté des solutions? Heu, vos retours sont toujours, très très importants et c'est important, voilà, de pouvoir, nous vous apporter des solutions et surtout, que vous repartiez avec des stratégies claires et définies voilà, pour les mois et potentiellement les années à venir, vous apporter ces solutions-là.
Je vais regarder. Bah, je vous en prie. Je vous en prie. Ce lien, normalement, vous emmène directement. Je vous ai mis du coup dans le fil de discussion le lien pour prendre rendez-vous avec Wadoud, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'en savoir plus, vous former. Ça peut être quelque chose qui est vraiment très important dans la stratégie à moyen terme, vous l'avez compris, pouvoir vous positionner après sur de l'immobilier ou sur d'autres projets, hein. Ça peut être Venadis, mais ça peut être aussi d'autres projets. Voilà. Wadoud, est-ce que tu veux dire un petit mot sur la fin ou, Donc, le mot final, c'est vraiment passer à l'action, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit sur l'immobilier. Allez-y, formez-vous, c'est très important. Et la formation, comme ce que vous venez de faire durant bientôt 1 heure et demie. Donc, c'est vraiment essentiel de se former. Il y a énormément d'opportunités. Il y a ce qu'on appelle le coût de l'immersion. Est-ce que vous savez ça, c'est quoi ce coût? Le- Est-ce que vous en avez déjà entendu parler du coût de l'immersion? Dites-moi un message. Et après, je finirai sur ça. Hop. Bon, ce coût, en fait, c'est, en gros, pour faire simple, c'est que mieux vaut faire et se tromper que ne pas agir. Après, attention, je ne dis pas non plus de, de vous jeter par la fenêtre ou d'investir dans de n'importe quel façon. Mais si vous vous formez des gens sérieux, que vous réfléchissez et que vous passez à l'action, il y a énormément d'opportunités. Venadis, c'en est une vraiment très intéressante sur le marché. Elle répond à un gros besoin que l'inscription à la propriété. Donc, vraiment, pour ceux qui en ont les moyens, prenez rendez-vous avec Karen. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a des solutions pour vous créer un patrimoine. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs sur le marché. Il y a moi avec de l'information, il y a Nadia qui est parmi nous, qui fait du conseil en gestion de patrimoine. Il y a différents acteurs. Donc n'hésitez pas à échanger, à être curieux, à vous former, à tester, à vous tromper, à itérer. Et Inch'Allah, grâce à ça, vous aurez des résultats intéressants in fine. On t'entend plus, car tu as coupé ton micro. Allez. Merci Wadoud, merci beaucoup. J'étais en train de répondre à Mehdi aussi. On n'a pas du coup d'alerte dispo. Par contre, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On met à chaque fois des nouveaux biens qu'on peut avoir. Les informations on communique surtout sur Instagram et beaucoup aussi sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, ça nous donne aussi beaucoup de force. Et si on n'est pas une solution aujourd'hui pour vous, peut-être qu'on sera une solution demain. Et c'est important que Venadis existe. Voilà. Voilà, c'est un beau mot de fin, hein, Ouais. pour 7h30 passé ensemble. Merci à tous pour votre présence. Merci pour toutes les questions. Alors, Nadia nous dit la meilleure façon de bien gérer son patrimoine, c'est de se former. Ça aussi, c'est pas mal. Merci, Nadia. C'est vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous et puis à bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour échanger ou pour développer votre projet. On va finir sur ça. C'est parfait. Passez une excellente soirée. Et puis, encore une fois, voilà, je le redis, prenez soin de vous et merci pour la participation.